Alors permettez-moi de vous parler de ce peuple qui habitait la Grèce antique, ce qu'on appelle les Grecs. Raison pour laquelle je parle de la sagesse des Grecs. C'est un groupe qui était caractérisé par une forte tendance philosophique. C'était des philosophes. Lorsque vous arrivez dans ce lieu, c'était une plateforme de débat. Il y avait des endroits construits comme ce gymnase pour que quiconque a une idée aille présenter son idée. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, on ne s'opposait pas à toi aussi longtemps que ce que tu es en train de dire pouvait convaincre. Si ce que tu es en train de dire ne convainc pas, on te chassait de l'aéropage, on te faisait sortir. C'était un endroit d'ouverture d'idées, un endroit de possibilité d'exprimer son savoir. Ce n'était pas un endroit de dictateur intellectuel, de pensée unique. Vous savez que la dictature commence toujours avec la pensée unique. Toute personne qui veut aller loin doit avoir une certaine ouverture d'esprit. Être prêt à savoir que ce qu'il sait n'est qu'un bout des choses à savoir. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que tu sais n'est qu'un bout des choses à savoir. Il dit que celui qui pense savoir, sache qu'il ne sait pas encore. S'il y a un sachant dans cette salle, qu'il sache qu'il ne sait pas encore. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois savoir que tu ne sais pas encore. L'apôtre Paul se retrouve dans un monde de débat. Là-bas, ce n'est pas des bénis oui-oui. Si tu as une pensée, il faut l'expliquer. C'est le monde des Grecs. C'est le monde des philosophes. Là-bas, on ne cite pas Ésaïe, on cite les philosophes, on cite les stoïciens, on cite les épicuriens. Un endroit où l'intelligence est au-dessus de toute chose. C'est un endroit très différent de ce que Paul a déjà vu. Alors mes amis, ce soir je parle de la sagesse des Grecs. De façon claire et dans le contexte dans lequel on est. C'est quoi la sagesse des Grecs ou la sagesse des hommes? La sagesse des Grecs ou la sagesse des hommes, c'est une approche de l'intelligence qui nie tout ce qui est métaphysique. Une approche de l'intelligence humaine qui nie tout ce qui est métaphysique. C'est une approche de l'intelligence qui a besoin de démonstration. Lorsque tu arrives, que tu dis une chose, ne la dis pas de façon simple. Il faut la démontrer. C'est une approche qui a besoin de pourquoi, de quand, de comment. Ce n'est pas des gens qui avalent les choses parce qu'elles sont dites ou parce qu'elles sont faites. C'est des gens qui viennent avec un regard interrogateur. Un regard qui demande pourquoi ça a été comme ça. Comment ça a été ceci. Qu'est-ce qui a fait cela? Pourquoi ça ressemble à ceci? Ce n'est pas des gens qui acceptent pour accepter. Il y a quelques années en arrière, je dirais même peut-être plus d'un siècle en arrière, moins d'un siècle en arrière, à l'état où le Congo ancien est en train d'être colonisé, un explorateur va arriver au Congo, l'ancien Congo, son nom c'était Diego Cao. Lorsque ce grand homme arrive au Congo, il arrive avec ses différents disciples. Et lorsqu'ils font leur entrée dans la zone, l'un de ses disciples, parce que les explorateurs ont toujours des associés, des assistants, l'un de ses disciples va être mordu par un serpent. Lorsqu'il est mordu par un serpent, l'homme a l'impression, ou du moins tout le monde s'attend à la mort. Mais ils arrivent dans un village, pas très loin, où il y a un vieux, un ancien, un jeune homme qui est devenu vieux. Il a hérité de quelque chose qui vient de ses parents. Et ce monsieur, paraît-il, lorsqu'un serpent te mord, il a la capacité de te guérir. Et donc cet explorateur occidental va prendre son serviteur et il va l'envoyer à ce guérisseur. Le guérisseur le voit, il a une barre dans la main, il fait 2 mouvements étranges, il touche 2 fois le gars, il finit de toucher le gars, le venin a disparu, le gars va bien. Tous les villageois se sont prosternés et ils ont commencé à dire, voici notre Seigneur, voici un dangereux de la zone. Vous savez, ça c'est la mentalité des Africains. Ils aiment bien cette manière de faire. Alors Diego Cao, qui est un occidental, a une logique différente. Il dit, bon, c'est vrai, c'est beau, ça nous émerveille, mais on veut savoir comment tu as fait. Ils vont soulever le gars et soulever tout ce qu'il a comme amulette, ils le mettent dans le bateau et ils l'envoient maintenant à Lisbonne. Lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, un ensemble de chercheurs on le met au milieu d'un ensemble de chercheurs et les chercheurs vont commencer à voir sur son corps quelles sont les propriétés qui ont fait qu'il a pu guérir le gars du venin du serpent. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, rien. Ils vont lui demander, toi-même, comment tu as fait pour guérir le gars? Qu'est-ce que tu penses? Il dit, en tout cas, lui, quand il touche les gens, le serpent, le venin disparaît. C'est un pouvoir qu'il a reçu de ses grands-parents. Le problème, c'est que ce gars avait dans sa main une baguette et c'est la baguette qu'il utilisait. Donc, ne voyant rien dans le corps du gars, ils vont prendre donc la baguette.
Ces esprits commencent à étudier la baguette, se rendent compte que la baguette c'est un concentré de cuivre. Or le cuivre a un effet inhérent sur le venin du serpent. Donc lorsqu'il touchait les gens qui avaient été mordus par le serpent, le cuivre aspirait le venin du serpent. Donc depuis des générations dans ce village, ce gaz était dangereux alors que c'est le cuivre qui faisait le travail. Les Africains n'aiment pas le comment des choses. Les Africains, ils aiment le côté fétichiste des choses. Tu vas voir une femme qui est en train de cuisiner, elle va te dire, moi ma mère est d'où, ta mère est d'où, comment? Il n'y a jamais de comment dans ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font est spirituel, c'est mystique, c'est extraordinaire. Ta mère est d'où, comment? Ta mère n'est pas douce, c'est tellement que tu as respecté une portion de sel, une portion de viande, une portion de tomate, un équilibre avec l'eau, c'est ce qui a donné le goût. C'est pas que ta mère est doux. Tout ce qui ne s'explique pas ne se transfère pas. C'est pourquoi l'Afrique est un retard. L'Afrique est un retard parce que l'Afrique n'explique pas les choses. Tout ce qui ne s'explique pas ne se transfère pas. Tout ce qui ne s'explique pas ne se multiplie pas. Tout ce qui ne s'explique pas ne demeure pas. La sagesse des Grecs, la pensée des gens qui veulent savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Une approche scientifique, une approche de comment, une approche pour comprendre les choses. La deuxième définition que je vais donner de la sagesse des Grecs, c'est une sagesse basée sur l'instruction. Sagesse basée sur l'instruction. C'est un groupe de personnes qui apprécient les diplômes. C'est un groupe de personnes qui apprécient l'expertise. L'apôtre Paul parle de sagesse des hommes. Donc quand je parle de sagesse des Grecs, je parle de sagesse des hommes. Je parle de sagesse contemporaine. Sagesse de notre temps. Sagesse des gens que vous trouvez dehors. Sagesse des gens que vous trouvez dans les bureaux. Sagesse des gens que vous trouvez à l'Assemblée nationale. Sagesse des gens que vous trouvez à l'université. Quand je parle de la sagesse des Grecs, je parle de la sagesse des gens qui ont le diplôme. La sagesse des Grecs, c'est aussi la sagesse de l'expertise. C'est un groupe de personnes qui parlent en termes d'expertise. Quand tu les salues, tu te demandes, tu fais quoi dans la vie? Tu es expert dans quoi? Aide-moi à demander à un voisin, toi tu es expert dans quoi? J'entends le frère qui est là-bas, expert dans le parler en langue. Là-bas, ça cause entre ingénieurs, ça cause entre professeurs, ça cause entre diplômés de grandes universités. Lorsqu'on parle de la sagesse des Grecs, on parle de connaissance. On parle de volume d'information. C'est un monde dans lequel est célébré le savoir et le volume d'information. Lorsqu'on parle de la sagesse des Grecs, on parle d'une sagesse basée sur l'expérience. Pas forcément sur Dieu, mais l'expérience. Ce que les gens ont vécu de génération en génération. Le savoir qu'ils ont eu. Le savoir-faire qu'ils ont acquis. C'est ça la sagesse des Grecs. Quelque chose qu'on peut dire, comprendre, nommer. Quelque chose qui naît de l'instruction. Ça c'est la deuxième définition. Une sagesse basée sur l'instruction. Je vous donne une troisième définition de la sagesse des Grecs. La sagesse des Grecs, ce sont les voies par lesquelles les hommes produisent des résultats. Je ne dis pas la voie par laquelle Dieu produit des résultats. Parce que le principe de base de la sagesse, c'est le chemin par lequel les résultats arrivent. Mais la sagesse des Grecs essentiellement, ou la sagesse des hommes essentiellement, c'est la voie par laquelle les hommes produisent des résultats. Alors, lorsque je parle de la voie par laquelle les hommes produisent des résultats, cela me permet de rappeler deux choses concernant la notion de résultat. La première chose que je voudrais dire, c'est que la théorie ne vous qualifie pas de sage. Ce sont vos résultats qui vous qualifient de sage. La Bible dit l'homme sage bâtit, la femme sage, l'homme sage bâtit. Donc la sagesse bâtit. Celui qui n'a rien bâti n'est pas sage. La définition de la sagesse africaine, c'est celui qui a des énigmes. La définition de la sagesse réelle, c'est celui qui a des accomplissements. Ça veut dire, on lit les accomplissements d'une personne au travers des choses qu'il a eu à accomplir dans sa vie. Ou du moins, on lit la sagesse d'une personne au travers des choses que cette personne a eu à accomplir dans sa vie. Donc, n'est sage que celui qui a des œuvres. N'est sage que celui qui a pu bâtir quelque chose. Même bâtir un foyer requiert de la sagesse. C'est pourquoi souvent, je dis ou je laisse. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de belles femmes, c'est parce que tu n'es pas assez sage pour comprendre que c'est le temps de bâtir ton foyer.
on a des résultats. Quand on est sage, on n'a pas de théorie. On a des résultats. Quand on est sage, on a accompli des choses qu'on peut présenter. Donc je vous disais tantôt que la sagesse, c'est la capacité pour les hommes, ou c'est le moyen par lequel les hommes produisent des résultats. Mais cela me permet aussi d'ouvrir une lucarne dans cette pensée qui est très importante. C'est le pouvoir de la réflexion. Proverbe 16 veut dire, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je suis en train de parler d'une sagesse qui n'est pas forcément partagée par les enfants du royaume. Je parle d'une sagesse qui est partagée par le commun des hommes. L'apôtre Paul l'a appelé dans 1 Corinthiens la sagesse des hommes. Ça veut dire n'importe quel homme peut avoir cette sagesse. Mais quand vous lisez Proverbe 16 verset 2, il dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire le bonheur n'est pas lié à la nouvelle naissance. Le bonheur est lié à la réflexion. Si le bonheur était lié à la nouvelle naissance, la plupart des païens seraient malheureux. Beaucoup de païens sont beaucoup de païens sont en image beaucoup plus heureux que la plupart des chrétiens. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que tu essaies d'expliquer? Vous savez, si Dieu liait le bonheur, comme je l'ai dit tantôt, à la nouvelle naissance, beaucoup de personnes seraient malheureux. Salomon dit, celui qui réfléchit sur les choses, il a donné aux hommes de trouver le bonheur en réfléchissant. Pourquoi? Ça fait partie de son plan de rédemption. En attendant que les gens découvrent Christ, il leur a donné une capacité pour ne pas mourir. En attendant que les gens découvrent Christ, il leur a donné une capacité pour ne pas être détruit. L'amour de Dieu s'est manifesté même pour les païens. Et l'amour de Dieu pour les païens, c'est la réflexion. Ça veut dire sans salut, ils peuvent utiliser leur intelligence, réussir dans la vie et mettre leurs enfants à l'école. Sans salut, ils peuvent utiliser leur intelligence et faire décoller des avions et accomplir de grandes choses. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas, c'est juste que Dieu s'est dit que si je limite le bonheur au salut, mes enfants vont mourir. Le temps qu'il me connaît, c'est qu'il appelait les temps d'ignorance. Le salut dans le temps d'ignorance s'appelle l'intelligence. Il leur a donné l'intelligence. Avant qu'on ne puisse leur imposer les mains pour que leurs malades soient guéris, il leur a donné l'intelligence pour faire des vaccins, l'intelligence pour faire des médicaments. Avant qu'on ne puisse prier et que leurs malades guérissent, il leur a donné une certaine intelligence. C'est ce qu'on appelle la sagesse des Grecs. La capacité que Dieu a donnée au cerveau humain de faire certaines choses. La capacité que Dieu a donnée aux humains d'accomplir un certain nombre de choses. Le mal, c'est qu'on a la puissance, mais on n'a pas la réflexion. Est-ce que je peux avancer? La plupart des gens qui ont contribué au développement du monde, pour la plupart ne parlent pas en langue, ils ont simplement un cerveau. Et la plupart des gens qui parlent en langue n'ont pas encore vraiment contribué au développement du monde. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Le Seigneur est sur le point de relâcher dans cette atmosphère une onction particulière d'intelligence, une onction particulière de réflexion, une onction particulière de savoir, une onction particulière de compréhension des choses, une onction particulière de compréhension des choses. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, juste la capacité à réfléchir. Mes amis, nous avons en face de nous des gens qui réfléchissent et qui trouvent des choses. C'est à ces personnes que nous allons parler de Jésus. Le défi est déjà élevé. Le niveau de réflexion qu'ils ont les a déjà poussés un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle il est important pour moi maintenant de situer l'enjeu de mon intervention, afin que chacun sache ce qu'on essaie de dire ce soir.